À la une de l'actualité, 33 candidats, dont 3 femmes, ont déposé leur dossier pour la présidentielle du 25 octobre. 14 sur les 33 candidats ont payé leurs 20 millions. Information donnée par la CEI, la Commission électorale indépendante. On parlera également de la sécurité dans ce 13h. À Yopougon, un fumoir démantelé, 118 individus appréhendés, des couteaux et des machettes saisis. Les détails dans quelques instants. Et enfin, Israël relâche des centaines de clandestins africains désemparés. Une décision de justice qui ordonne que les demandeurs d'asile détenus depuis plus d'1 an soient relâchés sous 2 semaines. Bonjour à tous. C'est un commissariat rénové et équipé qui a accueilli le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité hier. Le commissariat du 11e arrondissement de Williamsville, c'est dans la commune d'Adjamé. Ahmed Bakayoko a engagé la police à continuer dans la sécurisation des personnes et des biens. Abou Sanogo. Totalement détruit pendant la crise post-électorale, c'est aujourd'hui un commissariat de police du 11e arrondissement de Williamsville dans la commune d'Adjamé, entièrement rénové, qui a reçu du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, du matériel composé d'imprimantes, d'onduleurs, d'ordinateurs, de bureaux, de fauteuils et d'infax. Un geste salué par les élus, guides religieux et population de Williamsville. Et comme le commissariat est ouvert maintenant, vraiment nous sommes très contents. On remercie beaucoup le ministre. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a dit l'engagement de la police nationale à assurer la sécurité des personnes et des biens. Ce mois d'août, nous avons connu des cas d'insécurité qui ont ému profondément nos populations. Il ne faut pas le nier, c'est une réalité. Face à cela, la police doit avoir une capacité d'anticipation et d'action pour rassurer les populations. Nous allons donner plus de moyens, nous allons nous engager davantage, nous allons nous mobiliser davantage. Par ailleurs, Ahmed Bakayoko se prononçait sur les rumeurs d'insécurité véhiculées ces derniers jours dans le district d'Abidjan. Tous ceux qui croient, qui incitent, qui propagent, qui même financent des opérations pour créer des crimes crapuleux, pour créer un environnement pour qu'on dise non, en Côte d'Ivoire, il y a l'insécurité généralisée, il y a la peur de ceci, de cela, on ne peut pas les voter, ils perdent leur temps. Nous allons régler toutes ces questions, tout sera aseptisé et il y aura des élections propres, apaisées et sécurisées en Côte d'Ivoire. Le geste du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, vise à renforcer les capacités du commissariat du 11e arrondissement de Williamsville. La police qui vient de faire une grosse prise, un grand fumoir dénommé Éléphant dans un quartier précaire à Port-Boué 2, c'est dans la commune de Yopougon, a été démantelé hier. 118 individus ont été arrêtés, des armes à feu, des munitions, des treillis, des couteaux, des machettes, de la drogue et des portables volés ont été saisis. Restons toujours avec Abou Sanogo. Opération de démantèlement des endroits criminogènes dans la commune de Yopougon. Nous sommes dans le quartier Port-Boué 2. Ce fumoir, situé à côté du marché détruit le vendredi dernier, a été reconstruit à nouveau. Baptisé fumoir éléphant, il a été démoli par les hommes du commissaire principal Yeo Kolo Roger qui, après une descente dans ce quartier précaire, ont interpellé 118 personnes et saisi plusieurs objets compromettants, de la drogue et des armes. La drogue participe fortement à l'insécurité. Et donc nous avons entrepris de détruire ce fumoir. Nous avons saisi plusieurs objets compromettants, dont des treillis, une kalachnikov, des munitions, un pistolet automatique et une quantité de drogue estimée à environ 10 kilos. Et des portables volés qui sont issus de plusieurs cambriolages. Des machettes également et des couteaux, plusieurs objets prohibé. L'opération de démantèlement des endroits criminogènes a démarré le vendredi dernier. 4 zones au niveau du 23e arrondissement, le quartier en 2000, 7 palmiers, Yaosei et Port-Boué 2 ont été investis. L'opération s'est faite avec la collaboration de la préfecture de police, des commissariats des 16e, 17e, 19e et 23e arrondissements, la direction des unités d'intervention et le centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO.
L'actualité, c'est aussi la présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous sommes à 2 mois des élections. Alors, une charte africaine pour la démocratie est présentée par l'Union africaine. C'est un instrument juridique présenté notamment à la Commission électorale indépendante et à la Cour suprême. Christelle Melan. Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. La Côte d'Ivoire l'a signée et ratifiée en 2009 et 2013. Cet instrument juridique, adopté par l'Union africaine, est entré en vigueur depuis 2012. Près d'une vingtaine sur 53 États africains l'ont ratifié. En le faisant, ils s'engagent notamment à promouvoir un système de gouvernement représentatif, à tenir des élections transparentes, libres et justes, et à user de transparence et de justice dans la gestion des affaires publiques. Mais encore, et c'est d'actualité en Afrique, les États renoncent au changement anticonstitutionnel de gouvernement sous peine de sanctions de la part de l'Union africaine. Par changement anticonstitutionnel, la charte entend entre autres les putschs ou coups d'État et tout amendement ou révision des constitutions empêchant l'alternance politique. La charte africaine est une convention internationale clé pour la bonne gouvernance en Afrique. C'est d'ailleurs un des rares documents de droit international à faire de la démocratie et de la participation populaire un droit fondamental. Malgré le caractère contraignant de l'instrument, il n'évoque pas la notion de limitation de mandat, il ne précise pas non plus les sanctions encourues en cas de violation, ni même les mécanismes d'application de ces sanctions. En images, ouvert donc le 4 août dernier, les enregistrements des candidatures auprès de la CEI se sont clôturés hier. 33 candidats, dont 3 femmes, ont déposé leur dossier pour l'élection présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Selon la commission électorale, 14 sur les 33 candidats ont payé leurs 20 millions. C'est un record selon la commission électorale qui en 2010 avait enregistré 20 candidatures à la présidentielle contre moins les années précédentes. La CEI dispose désormais de 72 heures pour transmettre les dossiers de candidature au Conseil constitutionnel ivoirien qui devra rendre publique la liste définitive le 10 septembre, soit 45 jours avant le scrutin. Et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, la contribution des médias est plus que nécessaire. Alors, l'OLPED, l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie forment les rédacteurs en chef sur le code pénal de 2008 et le processus électoral. Adama Kamagate et Christelle Mena. Les acteurs des médias ivoiriens ont été pour la plupart accusés d'avoir pris parti en 2010. Ils ont surtout été critiqués pour avoir mis dans les placards l'éthique et la déontologie, ce qui a contribué à augmenter la fracture sociale lors de la dernière crise post-électorale. L'atelier de formation des chefs de rédaction, initié par l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, veut prévenir ces dérives dans le contexte électoral actuel. Nous voulons rappeler aux journalistes les règles du processus électoral, mais aussi ce que prévoit le code pénal pour que le traitement qu'ils vont faire de l'information pour ces échéances électorales soit un traitement professionnels, libres et responsables. Pour les rédacteurs en chef, ils seront notamment instruits sur 2 modules principaux, le code pénal de la loi numéro 2008 du 4 août 2008 et sur le processus électoral. Il est opportun pour les organismes qui s'intéressent beaucoup à cette élection en Côte d'Ivoire de donner les outils nécessaires aux responsables de presse que nous sommes, afin que nous puissions jouer pleinement notre partition. Ce séminaire-là est opportun pour nous en tant que rédacteurs en chef des différents organes en Côte d'Ivoire, pour que nous puissions recadrer objectivement tout ce que nous allons faire en vue de ces élections-là, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de faute à notre niveau. L'OLPED, organe d'autorégulation, prévoit d'évaluer l'impact de la formation pendant les élections de 2015. Une sanction est même prévue pour les médias qui ne respecteront pas les principes déontologiques de la profession. En économie, cette préoccupation, la dette publique, qu'est-ce que c'est? Pourquoi un pays s'endette-t-il? Et quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Et comment le pays gère-t-il sa dette? Élément de réponse avec notre spécialiste maison, Adama Koné. Un budget est équilibré lorsque le total des dépenses est égal au total des recettes. Généralement, les besoins sont plus nombreux. Ainsi, le citoyen recourt à la banque pour obtenir un crédit pour l'achat d'une voiture, d'une maison. C'est le crédit à la consommation. L'entreprise, elle, fait appel aux institutions bancaires pour renforcer ses équipements, agrandir ses activités. C'est le crédit d'investissement. Au niveau national, l'État a recours à l'extérieur pour financer ses besoins d'investissement, entre autres. Ce crédit prend le nom de dette extérieure.
Le principal enjeu de la dette, c'est pour financer le développement. Les pays à faible capacité de financement, qui ont un taux d'épargne relativement faible, généralement bénéficient de l'opportunité de pouvoir emprunter et donc de pouvoir mettre en œuvre des projets d'infrastructures économiques et sociales qui sont nécessaires au développement. Les pays développés s'endettent beaucoup plus auprès de leurs citoyens et auprès même de certaines agences installées sur leur territoire. De 8 249 milliards de francs CFA, soit 72% du produit intérieur brut en 2011, l'encours de la dette publique ivoirienne est passé à 6 174,9 milliards de francs CFA, soit 45,1% en 2012 après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Avec le rythme des investissements publics en réalisation, la dette se situe en 2014 à 6 697,2 milliards de francs CFA, soit 45,8% du PIB, bien en dessous de la norme communautaire de l'UEMOA de 70%. Le taux de la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment à 45% si l'on exclut la dette intérieure et aussi le contrat CD2. Contrat de désendettement conclu entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, hormis ces deux éléments, on pourrait estimer que le taux se situe autour de 36%. Donc, présentement, on respecte les normes, mais on peut considérer qu'avec tous ces éléments intégrés, que la Côte d'Ivoire, le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire est modéré. Tout compte fait, fin mars 2015, l'État avait apuré le service de sa dette extérieure sur les échéances courantes 2015, évalué à 30,08 milliards de francs CFA. Pour maîtriser la gestion de la dette, l'État a mis en place le Comité national de dette publique, structure chargée de consolider la viabilité de la dette publique. Les résultats n'ont pas attendu. Depuis, le pays a été classé parmi les pays à risque modéré en cas de choc exogène important, ce qui a valu à la Côte d'Ivoire de réaliser des performances sur les marchés des capitaux, en levant 375 milliards de francs CFA en 2014 et 500 milliards de francs CFA début 2015 à travers des émissions d'eurobonds. La dette extérieure a trois composantes. Les créanciers bilatéraux, dettes contractées avec les pays réunis au sein du Club de Paris, les créanciers privés ou banques ou encore appelés Club de Londres, et les partenaires multilatéraux tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et dans le domaine de l'environnement, un atelier sous-régional sur les politiques et mesures RED+ se tient depuis hier à Abidjan. Il s'agit pour les différents pays participants d'échanger et de s'accorder pour parler d'une seule voix lors du sommet sur le changement climatique à Paris. On fait le point avec Emma Niamien. La Tunisie, le Madagascar, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et la Côte d'Ivoire, le pays hôte, sont les 5 pays participants à cet atelier sous-régional sur les politiques et mesures RED+, entendant réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Cet atelier est un cadre d'échange offert aux pays participants en vue de partager leurs expériences sur ce qui est fait localement pour l'élaboration de la stratégie nationale RED+, de combler les lacunes afin que l'ensemble des pays africains parlent d'une seule voix lors de la rencontre des Nations Unies sur le climat qui se tiendra en décembre prochain à Paris, en France. Il était important qu'on puisse échanger nos expériences avec les autres pays du Sud et partager également avec eux leurs expériences en matière d'agriculture durable, de gestion du territoire, d'aménagement, de foncier et de cadre légal même pour la mise en œuvre du mécanisme RED+. Depuis son adhésion au mécanisme RED+ en 2011, la Côte d'Ivoire a mené beaucoup d'actions, notamment la mise en place d'un comité interministériel et d'une plateforme de la société civile et l'élaboration d'une approche d'agriculture zéro déforestation. Intensifier l'agriculture, maîtriser l'irrigation afin d'augmenter les rendements agricoles pour éviter que les populations n'aillent détruire d'autres forêts pour étendre leur superficie agricole. Pour impliquer les agriculteurs dans cette démarche, le pays a aussi inclus le paiement pour services environnementaux PSE, qui consiste à rémunérer les agriculteurs qui cultivent sans détruire la forêt et ceux qui participent au reboisement. Ouvert hier, cet atelier sous-régional sur les politiques et mesures RED+ prendra fin demain.
C'est un reportage maintenant à l'endroit des consommateurs de pain. Il existe depuis quelques mois en Côte d'Ivoire le pain composé, c'est-à-dire le maïs et le manioc ajoutés au blé. Aujourd'hui, l'heure est à la promotion de cette trouvaille du FIRCA avec le soutien de la Banque mondiale. Guillaume Zéré et Emma Niamien. Choix de la farine avant le pétrissage, le façonnage puis la cuisson du pain. Apparemment, tout est normal dans cette boulangerie. Sauf qu'à ces 40 boulangers professionnels du pain, il leur est appris une toute nouvelle donne. À l'habituelle farine de blé, ils pourront désormais ajouter de la farine de maïs ou de manioc et continuer à proposer un pain de qualité aux consommateurs. Ce projet de production de pain à base de farine composée est initié par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest et mis en œuvre ici par les techniciens du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Ce projet a pour objectif de faire adopter la production et la consommation des pains composés avec l'utilisation de nos farines locales, notamment le maïs et le manioc dans un premier temps, et à la suite la farine de banane plantain. Ce projet financé par la Banque mondiale est un appui à la valorisation des produits vivriers en Côte d'Ivoire. Il permet au maïs et au manioc d'être davantage utilisés dans le quotidien des Ivoiriens. Ce pain dans lequel ils sont utilisés a d'énormes qualités nutritives. Et pour les boulangers qui découvrent cette technologie du pain composé, l'initiative est à consolider. Nous prenons aujourd'hui 15% de la farine de maïs, 15% de la farine de manioc pour incorporer à la farine de blé pour faire un pain de bonne qualité. C'est ce pain que vous voyez tous les jours. Ma seule inquiétude, c'est au niveau de l'approvisionnement. Est-ce qu'on pourra toujours nous fournir cette farine-là? À terme, ce sont 200 boulangers et professionnels du pain qui seront formés à cette nouvelle technologie. Débutée le 24 août, cette phase pilote s'achève ce vendredi 28 août 2015. Le pain composé donc une stratégie pour lutter contre la vie chère. D'ailleurs, la lutte contre la vie chère et la contrefaçon au centre des journées nationales, journée initiée par le ministère du Commerce pour le bien-être de la population. Éric Goré et Kone Pagassoro. L'État de Côte d'Ivoire veut réduire le coût de vie des populations. Des journées nationales de lutte contre la cherté de la vie sont organisées pour vulgariser le respect des tarifs homologués et valoriser le droit du consommateur, mais aussi lutter efficacement contre la contrefaçon. C'est vrai que les prix sont libres en Côte d'Ivoire, mais en dehors donc de certains produits dont les prix sont homologués, toutes les actions qui sont menées, c'est de permettre donc aux consommateurs d'avoir la juste marchandise au juste prix. Une décision accueillie favorablement par les consommateurs. Nous allons connaître une baisse drastique des prix au profit des consommateurs que nous sommes. C'est non seulement au niveau des prix, mais au niveau de la qualité des produits qui vont nous être offerts. Puisque ces journées, en même temps qu'ils mettent en avant le problème de la vie chère, soulèvent également la qualité des produits qui nous sont offerts. Une visite inopinée du représentant du ministre du Commerce dans un supermarché pour constater lui-même l'application effective des prix. En vue de sensibiliser davantage les populations, une caravane va sillonner tout le pays. Toujours dans le domaine du commerce, le maire de Bouaké présente les maquettes des marchés de proximité aux commerçants. Djibo Youssouf Nicolas veut ainsi permettre à tous de contribuer au développement de la cité commune. Reportage, Kwadjo Kwame. Scène de liesse populaire dans la salle des mariages de la mairie de Bouaké. Devant les commerçantes et commerçants venus nombreux, le maire Djibo Youssouf Nicolas a présenté les maquettes des nouveaux marchés de proximité des quartiers Air France et d'Aouniassou. Selon la société qui construira ces différents marchés, le nouveau marché d'Aouniassou aura 483 étals, 148 box et 102 magasins. À l'Air France, le nouveau marché, plus grand, aura 1383 étals, 314 box et 320 magasins. Le maire Djibo Youssouf Nicolas veut ainsi permettre aux commerçants de Bouaké de contribuer au développement de la cité commune.
Et puis le développement de la fonction qualité au sein des organismes, enjeux, positionnement et avenir, sujet développé au cours de l'Assemblée générale de l'Association des qualiticiens diplômés de Côte d'Ivoire, créée il y a 6 ans. Cet AG a vu l'élection de Noël Maïzan Kofi comme président. Il entend mettre à profit l'expertise des qualiticiens au service des entreprises de Côte d'Ivoire. Félix Amani et Kone Pagassoro. La responsabilité du qualiticien l'engage à exiger la qualité des produits et services qu'offrent les entreprises aux clients. En vue de contribuer au développement de la qualité et à la promotion des qualiticiens en entreprise, une assemblée générale élective a été organisée par l'Association des qualiticiens le 22 août dernier. Au cours de cette assemblée générale, une conférence leur a permis d'échanger sur le développement de la fonction qualité dans nos organismes. Le qualiticien va jouer un rôle crucial, déterminant. Il est l'avocat des clients au sein de l'entreprise, en tant que celui qui fait en sorte que l'entreprise respecte les exigences des clients. Le président élu à cette assemblée générale a dégagé les grands axes de sa politique. Nous contribuerons efficacement à tout point de vue, que ce soit le but professionnel, que ce soit de l'État, en tout cas à apporter notre contribution à l'émergence de la qualité et à faire en sorte que les entreprises en Côte d'Ivoire puissent profiter de l'expertise de notre association et de l'ensemble des partenaires qui contribuent, qui évoluent et qui tamponnent d'une certaine manière la qualité en Côte d'Ivoire. Créée en 2009, l'Association des qualiticiens diplômés de Côte d'Ivoire compte à ce jour 300 adhérents et œuvre à mieux faire connaître cette corporation. Le volet éducation à présent. Bientôt, un bâtiment de 6 classes, une cantine, un bureau et une latrine pour le village de Bolona, village situé à 20 km de la sous-préfecture de Tengrela, dans la région de la Bagoué. Coût total 25 millions de francs CFA, un don de la mutuelle pour le développement de Bolona en collaboration avec l'ONG Sociale Vie Chrétienne Internationale. Cérémonie de pose de première pierre avec Grace Kando. L'ONG Sociale Vie Chrétienne Internationale et la mutuelle pour le développement du village de Bolona, situé à 20 km de Tengrela, dans la région de la Bagoué, ensemble pour lutter contre l'analphabétisme et la pauvreté. Cette union a accouché d'un projet de construction d'un bâtiment de 6 classes, d'une cantine scolaire, d'un bureau et d'une latrine, dont la pose de la première pierre a donné lieu à une liesse populaire. Cet événement a réuni en l'espace d'une journée autorités politiques, administratives, coutumières et population. Ce projet, d'un coût global de 25 millions de francs CFA, vise à désengorger l'école primaire publique 1 de Bolona, devenue trop exiguë vu le nombre grandissant d'élèves d'année en année, selon Kone Sende, représentant le président de la mutuelle. L'autorité administrative présente à la cérémonie, en la personne de Jean-Baptiste Fallé, sous-préfet de Tengrela, exhorte les parents d'élèves à œuvrer pour la réalisation effective du projet, à scolariser leurs enfants et appelle les populations à des élections apaisées. L'ONG Sociale Vie Chrétienne Internationale a pour mission la lutte contre le travail des enfants dans tous les secteurs d'activité sur toute l'étendue du territoire national et contre la pauvreté. Quant à la mutuelle pour le développement de Bolona, elle a pour but le développement du village de Bolona, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion d'activités génératrices de revenus. Après les vacances scolaires, dans quelques jours seulement, la rentrée des classes. Mais pendant ces vacances, les enfants de la région du Hambol ont bénéficié d'un séjour de 2 semaines dans le département d'Aboasso, dans la région du Moyen-Komoué. Mamadou Kwasi pour plus de détails. Ce sont 55 enfants de la région du Hambol, dont 16 du département de Katiola, 17 de Niakara et 17 de Dabakala qui ont bénéficié de vacances saines et agréables à Etioboué dans le département d'Aboasso. Ces enfants ont été choisis parmi les meilleurs élèves de la région. L'initiative est du conseil régional du Hambol. Ils sont contents d'être ici. Les familles qui les ont accueillis également sont contentes donc de les recevoir. Quant à moi, je dirais que vraiment mon objectif est atteint. J'ai fait la promesse aux enfants, puisque ce sont les meilleurs que nous avons sélectionnés pour envoyer ici. Je leur ai fait la promesse, tous ceux qui seront meilleurs l'année prochaine,
on va faire mieux que cette année. Les enfants de la région du Hambol disent avoir mis à profit leur séjour pour découvrir de nouvelles cultures. Des sites touristiques, les premiers plants de cacao et de café plantés par les colons à Elima, mais aussi pour la première fois la lagune et la mer qu'ils ont traversées à partir d'Adjaki. Ils ont aussi eu droit à des cours de civisme. Et également présent sur les lieux, le président du conseil régional du Sud Kobri, Aka Aouli, qui s'est félicité de cette initiative du président du conseil régional du Hambol. L'actualité religieuse, c'est le départ des pèlerins. 4200 musulmans ivoiriens vont effectuer le 5e pilier de l'islam. Le premier vol est prévu pour demain jeudi. Le point sur toutes les dispositions avec Mamadou Kwasi. C'est ce jeudi 27 août 2015 à 23 h que les 450 premiers fidèles musulmans quitteront Abidjan pour la Terre Sainte. Un voyage pour effectuer le Hajj. Ensuite suivra le second vol prévu le lendemain. Pour une bonne organisation de ce voyage spirituel, le commissariat du Hajj a pris des dispositions. Cette année, ceux qui partent à 23 h sont convoqués à 16 h à la mosquée du Golfe. Nous avons 2 heures pour les traiter. Donc ceux qui pensent que s'ils restent à la maison, qu'après, vers 20h, 21h, qu'ils pourront encore partir, ça sera difficile. Tous ceux qui sont sur un vol donné sont obligés d'embarquer et nous n'aurons pas de solution de rechange. Les permutations ne seront pas possibles. N'accompagnera le pèlerin qu'un seul parent dans la cour de la grande mosquée de la Riviera. Une fois en Terre Sainte, le docteur Cissé Losseni soutient que les mesures doivent être respectées en vue d'un bon encadrement des fidèles musulmans, mais aussi pour faciliter leur retour sur Abidjan. J'incite tous les candidats au Hajj à aller à notre radio nationale Bayane pour payer leurs uniformes et les porter au départ et surtout dans les premiers jours à Médine et à la Mecque. Ce n'est pas la peine de voyager avec des valises. Chaque pèlerin a droit à 2 valises uniformisées qui lui seront remises, Inch'Allah, à Médine. Avant le départ du premier vol, le commissariat du Hajj, en collaboration avec la direction des cultes, procède depuis ce mardi 25 août 2015 à la distribution des kits de voyage. Ici également, des mesures sont arrêtées pour réussir cette mission. Le premier vol et le deuxième vol, la distribution se fera à la grande mosquée du Golfe. Le troisième jusqu'au 9e vol, ces opérations de distribution se dérouleront uniquement à la grande mosquée de Williamsville, où les dispositions ont été arrêtées pour cette distribution. Et cela se fera chaque fois par vol. Pour cette édition du Hajj, ce sont 4200 fidèles musulmans qui effectueront le pèlerinage. Les 9 vols qui débutent ce jeudi 27 août vont se poursuivre jusqu'au mercredi 2 septembre 2015. Dans l'actualité culturelle, le Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, dans la tourmente depuis plus d'une décennie. Toujours des crises à répétition, plusieurs raisons à l'origine de cette tension, notamment la mauvaise gestion, l'accumulation d'arriérés de droits d'auteur. Bref, face à la situation, un décret présidentiel pour mettre fin au désordre, mais l'article 5, 10 et 25 font l'objet de polémiques au sein des membres du Burida. Alors, le ministre de la Culture monte au créneau dans ce reportage de Christelle Nda et Grace Kando. Le mardi 4 août, présentation officielle du nouveau décret qui régit désormais le Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur. Mais depuis sa publication, de nombreuses interprétations non conformes à l'esprit du texte sont faites, ce qui n'est pas l'objectif visé par le gouvernement. Le ministre de la Culture et de la Francophonie montre alors au créneau pour apporter des éclaircissements. C'est sur les articles 10 et 25, au niveau des critères d'éligibilité à l'Assemblée générale et au conseil d'administration. Nous avons dit qu'il faut être associé ordinaire, c'est-à-dire avoir justifié au moins 5 ans et justifier une production suffisante. Aujourd'hui, quelqu'un produit un single, c'est-à-dire une seule chanson. Il n'a pas 5 ans, il n'a pas produit un CD de 6 titres. Et il vient. Peut-être qu'il a des moyens et il s'impose à vous. Qui va le reconnaître? Nous sommes dans une phase de redressement, d'assainissement. Quand la maison est toujours en faillite.
Par ailleurs, le ministre de la Culture invite les artistes à s'investir davantage afin de redonner vie au Burida. Message bien perçu par les artistes. Le président de la République, avant donc de prendre cette décision, a fait beaucoup d'analyses pour le bien-être de tous. Il n'y a pas que le décret, il y a le décret, mais on a une loi qui est sur la table, on nous le rappelle tout le temps. Si nous continuons de faire du tapage et que les gens déposent nos documents de côté, qu'allons-nous devenir? Le Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida a pour objectif de promouvoir et de défendre les intérêts matériels et moraux des auteurs d'œuvres de l'esprit et des artistes interprètes ainsi que leurs ayants droit. À l'étranger, Israël a relâché mardi en plein désert des centaines de clandestins africains en vertu d'un jugement qui leur rend la liberté, mais les laisse désemparés devant cette question. Où aller? Le commentaire de Maïsako. Une centaine de clandestins africains ont été libérés par l'État d'Israël. Une décision de justice pour contenir l'arrivée des migrants dans le pays. Cette mesure, arrêtée le 11 août dernier, contraint à la libération sous une période de 2 semaines des clandestins détenus depuis plus d'1 an dans le centre de Holot. Une décision que les migrants ont du mal à accepter. Quitter cet endroit n'est pas une solution, car ils nous interdisent d'aller dans certains lieux. Nous n'avons pas d'argent, pas assez pour prendre le bus, pour Beersheba et même pour le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on va faire? Fuyant la guerre et la misère dans leur pays d'origine, ces migrants africains originaires pour la plupart du Soudan vivaient depuis des mois dans les villes de Tel Aviv à l'ouest et Eilat au sud d'Israël. Désormais, ils sont obligés de quitter les lieux et même interdits par les autorités israéliennes d'emprunter le transport en commun pour rallier les deux villes. J'ai passé 18 mois ici. Avant, j'habitais à Tel Aviv. Mais maintenant, ils disent que ce n'est pas autorisé de vivre à Tel Aviv. Là, je n'ai rien à faire et je ne sais pas où aller. Selon Sivan Weitzman, porte-parole de l'autorité pénitentiaire, 750 autres clandestins seront libérés mardi et mercredi. C'est la 3e fois en 2 ans que la plus haute instance judiciaire s'oppose à la détention prolongée de clandestins. Selon l'ONU, Israël abrite 53 000 réfugiés et demandeurs d'asile, dont la plupart sont entrés illégalement par le Sinaï en Égypte. C'est la fin de ce 13h. Rendez-vous demain à la même heure. Merci de votre fidélité.